Bonjour à tous. L'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, dont je suis la présidente, vous remercie de participer à cette table ronde sur la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Nous remercions tout particulièrement le Club de la presse de Strasbourg qui nous accueille pour cette séance et ce débat. Nous sommes ici pour témoigner des menaces et des difficultés grandissantes que rencontrent les journalistes dans l'exercice de leur métier. Et par conséquent, les menaces sur la liberté d'informer, qui est un des piliers de notre démocratie. Autrefois, les journalistes pouvaient être victimes dans un conflit au même titre que des civils ou des militaires. Aujourd'hui, ils tombent parce qu'ils sont visés en tant que journalistes, menacés, kidnappés, rançonnés ou assassinés par des organisations ou des combattants de tous bords. Le 2 novembre 2013, alors qu'ils étaient en reportage dans le Nord Mali à Kidal, deux envoyés spéciaux de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, nos amis, ont été enlevés et assassinés par un commando terroriste, quelques jours après la libération des otages d'Idarit dans la même région, le 28 octobre. Ils étaient sur le site de Kidal pour travailler sur une émission concernant la réconciliation nationale et la crise du Nord Mali, 10 mois seulement après l'intervention militaire française de la force Serval. Ce double meurtre a été revendiqué par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un mois plus tard, en décembre 2013, lors de sa 68e session, l'Assemblée générale de l'ONU, à la suggestion du ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius, a décidé de consacrer le 2 novembre Journée internationale de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Dans cette résolution historique, l'Assemblée générale exhortait tous ses États membres à mettre en œuvre, et je vais citer, pour faire rendre compte et traduire en justice les auteurs des crimes commis contre les journalistes et les travailleurs des médias, et de veiller à ce que les victimes disposent des recours nécessaires. Malheureusement, 8 ans après cette résolution, 9 crimes sur 10 commis contre les journalistes restent impunis. Le double assassinat de Kidal fait partie de ceci. Dès mars 2014, les proches et les familles de Ghislaine et Claude ont créé l'association des amis de Ghislaine et Claude Verlon. Notre objectif est triple. Encourager toute action en faveur de leur mémoire. Concourir à la manifestation de la vérité sur les conditions de leur mort et obtenir justice. En juin 2018, en application d'une nouvelle loi française concernant les victimes de terrorisme, l'association a pu à son tour se porter partie civile dans le dossier de Kidal. Nous aborderons dans un deuxième temps de cette table ronde l'évolution de l'enquête qui nous concerne et nous allons, à travers cette enquête, essayer d'illustrer de manière concrète les difficultés qui sont rencontrées pour que la justice se fasse. Et donc je vais passer maintenant la parole à Laurence, qui va permettre d'élargir ce débat avec les premiers intervenants de cette table. Merci Daniel, bonjour à tous. Oui, comme Daniel l'a dit, les journalistes évidemment paient un très lourd tribut, souvent dans leur rapport avec la société civile ou politique, et au cours des 15 dernières années, 1200 d'entre eux ont été tués. Ce sont des chiffres rapportés par l'UNESCO, par son observatoire des journalistes, ce qui fait un journaliste tué tous les 4 jours. C'est énorme, et donc 9 sur 10 de ces dossiers ne sont pas résolus. On peut donc parler malheureusement d'une véritable impunité pour les agresseurs ou les harceleurs ou les assassins des journalistes. Et évidemment, nous ne pouvons que penser à Olivier Dubois, notre confrère qui est retenu au Mali depuis 6 mois et dont on ignore ce qu'il devient et ce que sont les tractations autour de son éventuelle libération. L'impunité, c'est quoi? C'est d'abord une absence de sanction. Et la culture de l'impunité, évidemment, qui tend un peu à se répandre, pousse les extrêmes
à libérer leurs actes ou leurs paroles. L'impunité affaiblit une société et l'État qui doit veiller à l'intégrité de l'application de ces lois. Donc non seulement l'impunité fait offense aux victimes, mais elle compromet et elle entame la cohésion sociale. Pour y mettre fin, les gouvernements, les sociétés civiles et les médias doivent joindre leurs efforts. Il faut noter que récemment, ces sociétés civiles ont traduit au travers de l'attribution du prix Nobel de la paix pour la première fois à 2 journalistes, une journaliste philippine et un journaliste russe, cette volonté de porter la liberté d'expression et la protection des journalistes au plus haut niveau, puisque jamais le prix Nobel de la paix n'avait été décerné à de telles représentations. 3 objectifs doivent guider la lutte contre l'impunité: sanctionner les responsables, bien sûr, satisfaire le droit des victimes à savoir et à obtenir réparation, c'est exactement le cas dans lequel nous nous trouvons, et aussi permettre aux autorités de remplir leur puissance publique garante de l'ordre public. Il faut bien comprendre que si ces 3 maillons ne sont pas reliés, c'est la société tout entière qui peut vaciller à terme, moyen ou long. Les causes de l'impunité sont des temps de prescription trop courts, souvent, des enquêtes bâclées, bien évidemment, ou des procédures qui sont trop lentes ou mal organisées, des avocats qui sont mal formés, mais aussi des volontés politiques, ce à quoi nous nous heurtons également sans doute dans notre dossier, on en parlera un petit peu plus tard, avec une application très stricte et trop stricte à nos yeux du secret défense qui nous est opposé, et évidemment dans certaines zones du monde, lorsqu'elles sont autoritaires ou sous la coupe de dictateurs, il n'est pas besoin d'expliciter ce qui peut favoriser cette impunité. Le risque à terme, évidemment, c'est l'autocensure, dans les pays comme les nôtres, en douceur, si je puis dire, ou la désertion de terrains dangereux. Et donc, c'est un enjeu qui est fondamental, qui est majeur, et qui ne peut pas être vu uniquement du seul point de vue de tel ou tel cas, c'est un enjeu global. Donc, puisque nous sommes ici à Strasbourg, donc au cœur des institutions européennes, nous avons invité, il a accepté notre invitation, je l'en remercie, Mathias Guillaumard, qui est juge français près la Cour européenne des droits de l'homme, et qui va nous exposer, s'il veut bien, les principes et les garanties qui sont appliquées par la Cour européenne pour la protection, bien sûr, de tout citoyen, mais spécifiquement des journalistes, et c'est sans doute l'une des nouveautés dans les dernières années de l'activité de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci beaucoup de vos mots d'accueil, merci à tous et pour cette invitation. Je vais essayer en 15 minutes de faire comprendre les grandes lignes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne, vous l'avez dit très justement, la protection des journalistes, et vous l'avez dit aussi, ça n'est malheureusement pas une question en voie de disparition. Nous avons beaucoup de requêtes qui concernent la mise en cause d'activités journalistiques et la mise en cause des hommes et des femmes qui les exercent. La Convention européenne des droits de l'homme a été signée en 1950. C'est la charte du Conseil de l'Europe en matière de protection des droits humains et des libertés fondamentales. Aujourd'hui, 47 États membres du Conseil de l'Europe ont ratifié cette convention et se sont engagés à se soumettre au contrôle européen que la Cour exerce quant au respect effectif des droits subjectifs qu'elle protège. Il s'agit de droits individuels. Il faut insister sur ce point, et il y a une arme très efficace pour les victimes d'atteintes portées à leurs droits, c'est le droit de recours individuel. C'est la seule cour internationale qui permet à chacun de venir directement devant elle, se plaindre d'une violation ou d'une atteinte portée à un des droits protégés. Alors on ne peut pas le faire directement. Il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Il faut d'abord exercer dans son État les recours disponibles. Et si, à la fin de l'exercice de l'ensemble de cette voie de recours interne, on estime qu'on a toujours le statut de victime, on n'a pas été réparé, on n'a pas apporté remède de manière adéquate, on peut venir directement devant la Cour européenne. C'est un instrument de contrôle juridictionnel sans équivalent dans le monde pour veiller au respect effectif des droits humains. Nous avons à peu près 65 000, 68 000 affaires en stock, et tous les ans, entre 40 et 40 000 qui arrivent devant la Cour. Ce que je voulais dire, c'est que dans tous les droits protégés par la Cour, il n'y a pas de hiérarchie.
que ce soit le droit à la dignité humaine, c'est l'article 3, le droit au respect de la vie, c'est l'article 2, le droit au respect de la vie privée, l'article 8, la liberté d'expression, c'est l'article 10, je ne vais pas tous vous les citer, je vous rassure. Mais il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a une interdépendance. Et ce que je voulais immédiatement vous dire pour arriver dans notre sujet, c'est que lorsqu'un journaliste vient devant la cour ou sa famille, parce que parfois malheureusement il a disparu et ce sont donc les proches qui sont victimes, il est protégé dans ses droits comme individu, mais aussi compte tenu des fonctions du journaliste qu'il exerce. Et ça, c'est une protection qui bénéficie aux particuliers, comme on dit, mais comme vous l'avez très justement dit, à la société tout entière. De la même manière, l'article 10, qui protège la liberté d'expression, n'est pas au-dessus des autres articles. Il n'y a pas de hiérarchie, comme je vous l'ai dit. Mais dès 1976, dans un arrêt très important qui s'appelle Handyside contre le Royaume-Uni, la Cour a dit que la liberté d'expression constitue l'un des fondements d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Et pour paraphraser Hannah Arendt qui parlait du droit d'avoir des droits, la liberté d'expression, c'est un droit qui permet d'avoir les autres droits. Parce que c'est le pilier de la démocratie. C'est ce qui fait que le vivre ensemble peut se faire dans le respect de chacun et le respect des valeurs portées par les pays qui ont adhéré à la Convention européenne, c'est-à-dire les idéaux de paix et de justice. Cette protection de la liberté d'expression protège les gens contre les atteintes directes qui sont portées à l'exercice de celle-ci. Mais elle fait aussi peser des obligations positives sur les États. Il faut en effet que les États, et j'en arrive vraiment au cœur de notre sujet, mettent en place un système de protection efficace des journalistes. Et c'est effectivement un élément très important, cette espèce d'obligation proactive d'aller prévenir, parce qu'il y a une exposition particulière des gens qui mènent ce métier et ces activités, d'aller prévenir les atteintes qu'on peut porter à leurs droits par la mise en place de ce système de protection efficace. Alors, je parlerai beaucoup de l'article 10, mais je parlerai aussi de quelques autres articles qui illustrent le spectre très large des questions qui remontent jusqu'à la Cour européenne et, je pense, l'efficacité du contrôle juridictionnel qu'elle exerce dans ce domaine. Avant ça, M. Guillaumard, vous avez dit quelque chose de remarquable, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas d'équivalent qui corresponde en réalité à ces trois caractéristiques. Le droit de recours individuel. Vous pouvez venir directement devant la Cour, il y a un formulaire de requête, il faut respecter les formalités, mais c'est direct, l'accès direct. Ensuite, le fait que la Cour va exercer le contrôle in concreto d'une situation particulière. Et enfin, que ces arrêts sont exécutoires, que les États se sont engagés à les respecter. Voilà. Ces trois éléments-là sont quand même tout à fait notables et contribuent, je le dis évidemment comme un acteur de ce système, mais j'y crois, contribuent à ce que le droit soit au quotidien au service de la protection des individus et des valeurs de nos sociétés. Alors ces valeurs, dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le pluralisme qui est en cause. Et la Cour, très vite aussi, dans sa jurisprudence, a rappelé le lien qu'il y a entre la démocratie et le pluralisme. Je ne vais pas citer tous ces arrêts, mais il y a des formules. Il n'y a pas de démocratie sans pluralisme. La démocratie se nourrit de la liberté d'expression. Il est de l'essence même de la démocratie de permettre un débat public. Et donc vous voyez bien, quand je disais un droit qui permet d'avoir des droits, à quel point c'est un axe autour duquel vont s'articuler l'expression et l'exercice des autres droits fondamentaux. Alors ce pluralisme était effectivement l'un des éléments essentiels de nos démocraties, et ceux qui en sont les acteurs et les garants, ce sont les journalistes. Et je voulais parler maintenant d'une formule qui s'est dégagée dans la jurisprudence de la Cour et qui permet de, je pense, assez bien comprendre le rôle particulier que la Cour reconnaît aux journalistes. C'est la formule « chien de garde public ». Et vous voyez bien dans l'idée du chien de garde, c'est qu'il y a cette idée de vigilance permanente que les journalistes doivent exercer pour effectivement permettre à nos sociétés de ne pas dériver
loin des valeurs de l'état de droit, de la prééminence du droit, de la paix et de la justice. Alors, la qualité de chien de garde entraîne des devoirs et des responsabilités. Elle entraîne aussi, évidemment, le droit à des garanties tout à fait spécifiques. Je dis juste un instant que cette qualité de chien de garde public n'est pas reconnue qu'aux seuls journalistes dans la jurisprudence de la Cour. Tous les porteurs de cause, c'est une formule qu'on connaît bien maintenant, comme les ONG par exemple, peuvent aussi être regardés comme ayant cette qualité de chien de garde public. Alors les lanceurs d'alerte, c'est encore autre chose, mais c'est tout à fait analogue, vous avez raison. Les lanceurs d'alerte, en réalité, eux, ont une protection aussi tout à fait particulière, mais ils viennent de l'intérieur. Un lanceur d'alerte est dans le système et va alerter sur un dysfonctionnement du système. Le chien de garde public, il est une sorte de contrôleur externe, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez parfaitement raison, ce sont les deux faces d'un même mouvement qui dote en réalité un certain nombre de personnes, on peut tous militer dans une ONG, on peut tous être lanceurs d'alerte, on ne peut pas être tous journalistes, voilà, mais qui dote certaines personnes d'une responsabilité particulière, mais exercée au nom de tous, pour le bénéfice de la société tout entière. Alors ce rôle de chien de garde, il a été regardé comme essentiel, et le rôle que joue la presse dans une société démocratique a été, dès les premiers arrêts de la Cour, souligné comme à protéger tout particulièrement. Et cela va expliquer le rôle, enfin les affaires, montre comment la Cour veille à protéger l'idée que le journaliste va enquêter, va diffuser des informations et des idées, et que c'est lié au droit du public de recevoir. Là aussi, les deux éléments sont absolument liés. Alors, je ne veux pas parler une heure, je passe plus vite que je n'avais prévu pour essayer d'être complet dans l'ensemble des questions que je voulais aborder. Mais la Cour, qui reconnaît une marge nationale d'appréciation aux États dans l'exercice des droits, dit, là où la liberté de la presse est en jeu, les autorités ne disposent que d'une marge d'appréciation restreinte pour juger des cas dans lesquels il est possible d'apporter des limitations à la liberté d'expression. Car c'est une liberté qui n'est pas absolue. La Convention prévoit qu'on peut y apporter des restrictions, mais il faut qu'elles soient justifiées par un besoin social impérieux. Alors, ça se traduit concrètement comment? Ça se traduit après le rappel des devoirs des journalistes, parce que d'une certaine manière, ces responsabilités obligent, et il y a tout un courant de la Cour, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on pourrait en parler, qui rappelle les devoirs et responsabilités des journalistes. Et il y a la notion dans le code du journalisme responsable. Et évidemment, ça renvoie aussi, et dans un monde où les fake news se développent, je crois que c'est en fait une garantie pour ceux qui font sérieusement le métier de journaliste. Ça renvoie aux notions de bonne foi, de fiabilité des informations. Il y a une responsabilité, et la Cour veille aussi au respect de celle-ci. C'est très important. Je crois que vraiment, il y a un rôle que joue le journaliste qui l'oblige. Mais c'est une protection contre tous ceux qui s'érigent en faux journalistes et qui vont diffuser des réalités alternatives. Dans le monde actuel, je pense que ce rappel du journalisme responsable, il fait bloc avec, évidemment, toutes les protections. Alors, protection au moment de la collecte d'informations. Nous avons des affaires où sont en cause des activités de recherche et d'enquête. Protection de l'accès, de la présence dans des lieux de collecte d'informations. Il y a eu des condamnations de certains arrêts, par exemple dans une affaire où il avait été refusé à un journaliste d'aller interviewer un détenu dans un centre pénitentiaire. C'était une affaire qui concernait la Suisse. La Suisse a été condamnée pour restriction excessive à la liberté d'expression, en disant il n'y a pas de raison impérieuse d'empêcher d'enquêter sur la réalité carcérale. Il y a eu une affaire aussi qui concernait la Hongrie sur l'interdiction faite à un journaliste d'accéder à un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Pareil, une condamnation, parce que là, c'est justement une limitation qui n'est pas justifiée. Donc, la collecte d'informations est évidemment tout à fait essentielle. C'est l'étape amont qui permet ensuite de la diffuser et de participer au débat public. Ensuite, c'est tout à fait important aussi de voir qu'il y a la protection des sources journalistiques. Et ça, c'est un élément très fondamental. Ce n'est pas à vous, journalistes, que j'ai besoin de le rappeler. Si on s'attaque au secret de la source journalistique, on s'attaque en réalité
était au cœur même du métier. Et là aussi, il y a un certain nombre d'arrêts de condamnation de la Cour, avec toujours le rappel, ce sont des formules issues de la jurisprudence, la protection des sources journalistiques est une pierre angulaire de la liberté de la presse. Et donc tout ce qui va être limitation apportée à la confidentialité des sources va entraîner un examen très scrupuleux de la part de la Cour. Ça concerne le journaliste et ça concerne la source. Évidemment, la protection est biface, vous vous en doutez. Et une formule, je crois, qui est parlante, la Cour souligne que le droit des journalistes à taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé. Il s'agit, dit-elle, d'un véritable attribut du droit à l'information. Alors, on va avoir un certain nombre de cas qui vont être jugés par la Cour en ce qui concerne des injonctions de divulgation de sources, des sommations de témoigner, des perquisitions, des mises sous surveillance ciblée de journalistes. Et malheureusement, comme je le disais en commençant ce propos, les cas ne tarissent pas. Les cas ne tarissent pas. Et une affaire qui concernait la mise sous surveillance des journalistes me semble tout à fait intéressante. Elle concerne les Pays-Bas et elle posait la question de savoir si le statut de journaliste appelle des garanties particulières en ce qui concerne la protection adéquate de leurs sources. Et la Cour y a jugé qu'on pouvait, dans son principe, mettre un journaliste sous surveillance ciblée, dans certains cas, s'il y a un motif légitime, mais que cela devait être accompagné de garanties procédurales. Ces fameuses garanties dont je parlais tout à l'heure. Et ici, la Cour avait relevé que cette mise sous surveillance avait été autorisée sans contrôle préalable d'un organe indépendant. Il y avait un contrôle postérieur, mais pas préalable. Et elle a dit que ça n'est pas suffisant. Et elle a condamné les Pays-Bas pour défaut de garantie procédurale. Alors, comme le temps passe, je voudrais terminer en disant que, malheureusement, l'article 10 n'est pas le seul mobilisé pour traiter des affaires des journalistes. Malheureusement, parce que cela signifie que les personnes qui exercent ces fonctions-là voient d'autres droits dont ils sont titulaires mis en cause. Le droit à la vie privée, protégé par l'article 8, je ne m'y attarde pas parce que ça renvoie aux questions de mise sous surveillance, d'écoute ou de perquisition, mais là aussi, il y a un contrôle qui est exercé au regard de l'article 8. L'article 2, c'est une question aussi qui se développe. L'article 2, c'est le droit au respect à la vie. Il fait peser deux types d'obligations sur les États. D'abord, évidemment, dans son volet matériel, l'obligation de ne pas porter atteinte à la vie. Mais il y a des obligations procédurales aussi, ces fameuses obligations positives dont je parlais tout à l'heure, qui obligent les États, lorsqu'il y a eu une disparition ou une tentative, parce que, évidemment, parfois, seul le risque létal est en jeu, mais ça suffit à déclencher des obligations, évidemment. Vous parliez d'impunité, une tentative ne doit pas rester impunie. Eh bien, ces obligations procédurales se traduisent par des obligations d'investigation, d'enquête menées par la puissance publique, avec les exigences de célérité, diligence, efficacité. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Ça, c'est très important, mais il y a une obligation de moyens. Et je voudrais juste parler d'une affaire qui concerne la Russie, et dans laquelle la Cour dit, lorsque c'est un journaliste qui est assassiné, elle se réfère à une recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes. Elle estime qu'il est primordial de vérifier si le crime commis a ou non un lien avec l'activité professionnelle du journaliste. Parce que là, il y a une exigence renforcée. Il y a une exigence sur tous les gens, évidemment, qui sont victimes d'assassinat. Mais là, en assassinant un journaliste, ce sont toutes les valeurs qu'il porte qui sont mises en cause. Et dans cette affaire, il y avait eu une condamnation de la Russie à défaut pour elle d'avoir réagi avec les diligences requises pour mener une enquête et des investigations effectives pour essayer de retrouver, d'éclaircir les circonstances de cet assassinat ou éventuellement de retrouver les coupables. Je terminerai avec un autre article qui est l'article 5. L'article 5, c'est celui qui protège le droit à la liberté, à la sûreté. C'est celui qui, en fait, protège contre les détentions arbitraires. Je ne vais pas vous faire un topo sur l'article 5, ça serait beaucoup trop long. Mais malheureusement, nous voyons un certain nombre
cas dans lesquels il y a des arrestations, des gardes à vue, des détentions provisoires de journalistes. Et souvent, évidemment, c'est lié à leurs activités professionnelles. Je voudrais parler d'un cas qui concerne la Turquie, qui remonte à 2018 et qui est relatif à des cas, un cas qui s'est passé après la tentative de coup d'État en 2016, qui a entraîné beaucoup, vous savez, d'arrestations en Turquie. C'était un journaliste qui avait été interpellé, placé en garde à vue et en détention provisoire. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'il avait saisi la Cour constitutionnelle turque. Et dans cette affaire, qui s'appelle Sayın Alpay contre Turquie, qui est connue, la Cour constitutionnelle turque avait constaté, au regard du droit turc, dans le respect de la Convention à laquelle la Turquie s'est engagée, qu'elle s'est engagée à respecter, que le droit à la sûreté n'était pas respecté. Donc il y avait dans l'ordre interne, je parlais de la subsidiarité, la Cour constitutionnelle qui avait dit que ça ne va pas, les conditions sont arbitraires. Et ensuite, le journaliste avait demandé aux cours d'assises de le libérer. Et le cours d'assises avait refusé de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et il est devenu ensuite devant la Cour européenne. Et la Cour européenne a condamné la Turquie du fait que, après que la Cour constitutionnelle avait constaté que les voies légales n'avaient pas été respectées s'agissant de la détention provisoire du journaliste, aucune conséquence concrète n'en avait été tirée. C'est très important parce que je parlais de l'effectivité des droits. On y est, là. Et donc l'article 5 est reconnu comme violé. Mais je terminerai, et c'est vraiment la fin, par une citation de cet arrêt, parce que l'article 10 a aussi été considéré comme méconnu. Il y a parfois, malheureusement, des violations combinées. Et voilà ce que dit la Cour dans les paragraphes 181 et 182. La Cour note que la mise en détention provisoire des voix critiques crée des effets négatifs multiples, aussi bien pour la personne mise en détention que pour la société tout entière. Car infliger une mesure résultant découlant sur la privation de liberté, comme ce fut le cas en l'espèce, produit immanquablement un effet dissuasif sur la liberté d'expression en intimidant la société civile et en réduisant les voix divergentes au silence. Et il note d'ailleurs que même après un acquittement, l'effet dissuasif a déjà produit des effets. Et donc il y a une violation des vices. Je voulais terminer par là. Quand je parle de l'interdépendance des droits, je trouve qu'ici on le voit malheureusement à l'œuvre. À la fois l'article 5 et l'article 10, on les connaît tous ensemble. Mais ce qui est très important, vous voyez, c'est que lorsqu'on s'attaque à un journaliste, la Cour dit on s'attaque à la société tout entière. Ce sont les valeurs qui nous réunissent et que l'activité journalistique a pour objet de défendre par les activités d'enquête, de commentaires aussi, de critiques, pour alimenter le débat public, pour réveiller les consciences ou les maintenir éveillées. Et bien quand on s'attaque à un journaliste, on s'attaque à la société tout entière. Voilà en quelques mots, que j'espère ne pas avoir été fastidieux, ce qu'est l'état de la jurisprudence de la Cour européenne en matière d'affaires qui mettent en cause des atteintes portées aux journalistes. Je vous remercie. Moi, je vous remercie, M. Guillaumard. J'ai 3 questions à vous poser. Je garde mon micro, alors. Qui vont vous faire garder votre micro. La première, c'est quid des délais qui permettent de parvenir à ces arrêts, à ces jugements. À la Cour. Oui, voilà. C'est sans doute l'un des problèmes qui se posent entre l'effectivité, effectivement, de la sanction et son origine. J'imagine que les délais sont très longs. Ah ouais, vous mettez le doigt sur une question qui est effectivement à la fois cruciale et qui n'est pas résolue de manière satisfaisante. Je le dis à la suite du président Robert Spano de la Cour qui a rappelé dans le discours qu'il a fait à l'audience solennelle qu'il fallait que la Cour réduise les délais de jugement. Alors, il y a un temps long. Il y a un temps long pour une raison, je dirais, presque inhérente à l'architecture du système, c'est qu'il faut d'abord que les voies de recours internes aient été exercées. Voilà, épuisées. Et du coup, ça prend du temps. Ça prend du temps, même si une exigence de délai raisonnable pèse sur les juridictions nationales dans l'exercice de la justice. Mais forcément, entre les faits et puis le dernier recours disponible, il y a du temps.
Ensuite, depuis le 1er août dernier, il y a un délai de 4 mois qui est donné entre la dernière décision, pour saisir la Cour. Hein. C'était 6 mois avant, depuis le 1er août, on a réduit à 4 mois. Enfin, le protocole 15 a réduit dans la Convention. Ce sont les États qui ont décidé de modifier à 4 mois. Donc il y a 4 mois pour saisir la Cour, quand on s'estime toujours victime d'une violation, après le dernier recours qui est intervenu. Et ensuite, eh bien ensuite, évidemment, le délai moyen des affaires est variable selon la nature des affaires. Ça peut, alors je vais vous dire, c'est comme dans toute juridiction, quand c'est irrecevable, ça va très vite. Et des décisions de rejet, pour manifestement irrecevables, peuvent prendre quelques mois. Quand c'est sérieux, il faut communiquer au gouvernement, engager le processus du débat contradictoire. Donc, évidemment, ça prend du temps, mais la justice, pour être bien rendue, mérite du temps aussi. Hein. Il ne faut pas qu'il soit trop long. Alors après, évidemment, nous avons une priorisation des affaires, nous avons des catégories, des affaires urgentes, quand l'article 2 est mis en cause, eh bien, évidemment, ça va suivre une procédure accélérée, mais nous avons quand même des délais qui peuvent être encore de 3, 4, 5 ans parfois avant le rendu de l'arrêt. Et je le dis, nous nous attaquons à ces questions. Ils sont antinomiques avec le rythme dans lequel la société vit maintenant. Et c'est sûr que les exigences légitimes du corps social vont dans des réactions plus rapides. Je voudrais juste dire, on progresse, on va encore progresser. Il y a ce qu'on appelle l'Impact Strategy mis en place par le président de la Cour pour accélérer le traitement des affaires. On a mis en place de nouvelles procédures aussi. Bon, c'est un processus qui doit encore s'améliorer, hein, je le dis. Mais je voudrais juste dire 2 choses. D'abord, il existe un système qui s'appelle les mesures provisoires. C'est l'article 39 du règlement de la Cour qui, en cas de dommage irréversible, permet à la Cour de prononcer une mesure conservatoire pour éviter que le temps qu'elle statue sur la requête, ce dommage ne se réalise. Donc les gens peuvent demander à la Cour, sur le fondement de l'article 39, d'ordonner au gouvernement de prendre une mesure provisoire. Par exemple, ça peut être ne pas exécuter une expulsion parce qu'il y aurait un risque de traitement indigne dans le pays de renvoi. Voilà. Alors ça, c'est un élément quand même qui permet à la Cour, immédiatement en temps réel, si je peux dire, de geler une situation pour éviter, une mesure conservatoire, que le dommage ne se réalise. La Cour a une conception légitimement stricte de cette notion de dommage irréversible. Mais la deuxième chose que je voulais dire, ça ne peut pas complètement vous satisfaire, je crois, c'est quand même qu'il faut avoir l'idée que bien rendre la justice, ça prend un certain temps. Voilà. Ça prend un certain temps parce que d'abord, il faut que le débat contradictoire soit complètement mené, il faut que chacun puisse échanger pour éclairer le juge, mais pour mettre le dossier en état aussi, tout simplement. Et puis les affaires, elles ne sont pas forcément faciles. Et je pense que la qualité de la justice ne s'accompagne pas nécessairement volontiers d'une accélération absolue. Alors, il y a des exigences contradictoires. Voilà. Mais nous sommes conscients que les délais de jugement de la Cour sont encore en moyenne trop longs. Et nous prenons, je peux vous dire, là, il y a une obligation de résultat que le président a mise sur la Cour. Il faudra que les délais diminuent. Ils ont déjà diminué, mais ça n'est pas suffisant. J'aurais aimé vous poser d'autres questions, mais je crains que ça n'empiète sur non, mais le je temps ne veux de surtout parole pas de nos prendre autres intervenants. la place des autres. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions pour cet éclairage et qui donne aussi une idée un peu du luxe, entre guillemets, dans lequel nos États peuvent vivre avec des instances aussi qualifiées, aussi développées et voilà, qui remplissent leur office, même s'il est un peu parfois long à aboutir. Merci beaucoup. Merci à vous. Christophe, oui, tu voulais poser une question? Christophe Labouvier de RFI. Je reste alors. C'est sur ce. Oui, monsieur Guillaume, est-ce que le journaliste turc a été libéré? Est-ce que l'État turc s'est soumis à la décision? Oui, c'est l'autre question que je voulais poser. Alors, la procédure pénale était pendante quand l'arrêt a été rendu. Et du coup, il y avait effectivement ensuite, si je puis dire, une poursuite sur un autre terrain de la procédure. Mais la question de l'exécution... Il n'est pas encore libéré. À la date de l'arrêt, il ne l'était pas. Et à ma connaissance, il ne l'a pas été tout de suite. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Ça, je ne peux pas vous dire, je préfère vous dire que je ne sais pas. Voilà. Mais la question de l'exécution, elle est primordiale. Ça, c'est tout à fait
sûr que l'effectivité de la protection doit normalement s'accompagner de ce que les arrêts de la Cour sont respectés et appliqués. Mais je voulais dire que tout à fait récemment, sur une autre affaire, à la suite d'une condamnation par la Cour européenne, la Cour constitutionnelle turque a ordonné la libération d'un journaliste qui a été libéré. Ce n'est pas cette affaire-là, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a aussi des motifs de satisfaction. Globalement, on a toujours des arrêts non exécutés, hein, ça, dans tous les États, ça arrive. La France, non, ça va. Là, mais il y a eu... il y a quand même des affaires pendantes qui mettent en cause la non-exécution de mesures provisoires. Hein. Donc la France aussi n'a pas toujours exécuté les mesures provisoires qui lui a été ordonné de prendre. Mais sur l'exécution des arrêts, non, la France n'est pas aujourd'hui en cause pour un défaut d'exécution. Mais vous vous souvenez sûrement de la tension qu'il y a eu. La Cour n'est pas chargée de veiller à l'exécution de ces arrêts, c'est le comité des ministres, c'est une instance politique. Mais il y avait eu des tensions entre le Royaume-Uni et le comité des ministres du Conseil de l'Europe à la suite du refus du Royaume-Uni d'exécuter un arrêt qui mettait en cause l'interdiction faite générale aux détenus de voter. Et ça avait été jugé comme contraire à la Convention, et le Royaume-Uni n'exécutait pas, ne voulait pas donner le droit de vote aux détenus. Et ça a mis des années et des années. Hein. Donc ces cas arrivent, voilà. Ils sont bien sûr toujours trop nombreux. Mais globalement, et je tiens à le dire, les 47 États jouent le jeu, voilà, et ils exécutent les arrêts. Je n'ai pas la réponse dans ce dossier, je suis désolé, mais globalement, on voit toujours, c'est normal, ce qui ne marche pas, et il faut le voir pour y remédier. Mais globalement, les arrêts de la Cour sont exécutés. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant la parole à Pierre Aski, qui n'est pas présent parmi nous, mais qui est de l'autre côté de la caméra, à Paris. Alors Pierre Aski, grand reporter, ancien journaliste de Libération, créateur de Rue 89, ancien correspondant de l'AFP en Chine, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui chroniqueur sur France Inter, mais ici présent, même virtuellement, en sa qualité de président de RSF, Reporters sans frontières. Alors Pierre, on voulait vous entendre sur deux points. Le premier, qui nous permet quand même de revenir à l'évocation d'une des instances européennes ici présentes, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe. Nous savons que le Conseil de l'Europe a mis en place une plateforme de signalement, de notification de toute attaque, agression ou autre sur des journalistes, et qui est co-gérée par notamment RSF. Donc si vous pouviez nous dire quelques mots de cette plateforme, de son action et de son impact, et puis nous parler d'un cas particulier qui a été très médiatisé et qui n'est pas toujours terminé, celui de notre consoeur journaliste maltaise, Daphne Caruana Galizia, qui a été assassinée en 2017 en raison de ses enquêtes sur la corruption mafieuse de Malte, et quand même, Pierre, on a perdu votre image, dont le dossier a connu et suivi une évolution notable, et je crois que justement l'action à la fois d'RSF, du Conseil de l'Europe, n'y est pas pour rien. Donc Pierre, si vous voulez nous parler de ces deux points, merci. Bien garder votre micro devant votre bouche, de façon à ce qu'on puisse vous entendre tout à fait correctement. Oui, tout à fait. Bonjour, merci, désolé de ne pas être parmi vous. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous aviez dit dans vos remarques d'introduction. Il y a une dizaine de jours, je me trouvais à Bayeux, en Normandie, où nous inaugurions l'addition de 2020-21 à la stèle au monument aux journalistes tués dans l'exercice de leur métier. C'est quelque chose d'assez frappant, j'avoue que c'était la première fois que j'y allais et c'est assez bouleversant. Nous avons ajouté 53 noms au cours de l'année écoulée. 53 noms, c'est-à-dire un par semaine. Et pour les 2/3 d'entre eux, des gens qui ont été assassinés dans des pays qui ne sont pas... Est-ce que il y a un problème? On ne vous voit pas, Pierre, mais on vous entend, on reconnaît très bien votre voix radiophonique. Et là, on vous voit. Voilà. Je voulais juste dire, Pierre, que sur cette stèle,
Nous avons malheureusement eu l'occasion, il y a 3 ou 4 ans, d'assister à l'inauguration du nom, enfin, les noms de nos amis ont été gravés sur cette stèle. Ils y figurent et visiblement bien d'autres sont venus s'ajouter après. Voilà, les 2 tiers des noms qui ont été rajoutés cette année ont été assassinés dans des pays qui ne sont pas en guerre. Donc les journalistes, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Le premier pays avec 9 cas, c'est le Mexique. Alors c'est une sorte de guerre non déclarée contre les narcotrafiquants, mais le premier pays représenté cette année dans cette liste, c'est le Mexique avec 9 morts. Et donc la question de l'impunité, elle se pose d'autant plus sérieusement et d'autant plus gravement dans les pays qui ne sont pas en guerre, et dans lesquels il est censé y avoir des règles de droit respectées et de protection des journalistes. Alors, pour revenir à cette plateforme du Conseil de l'Europe, si vous allez sur la plateforme aujourd'hui, vous verrez un gros titre « Mettre fin à l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes ». C'est une page qui a été créée à l'occasion de la journée du 2 novembre dont vous parliez au début, c'est-à-dire cette journée mondiale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Et il y a sur cette page 24 cas d'impunité dans l'espace du Conseil de l'Europe. Alors le Conseil de l'Europe, pour ceux qui mélangeraient un petit peu les institutions, ça n'est pas le même tracé que la Cour européenne des droits de l'homme dont nous venons d'entendre parler, puisque le Conseil de l'Europe regroupe à la fois les pays de l'Union européenne, mais aussi il va jusqu'à l'Asie centrale, toute l'ex-URSS, et la Turquie. Donc c'est un espace beaucoup plus vaste. Mais il y a sur cette page 24 cas qui sont détaillés. Je vous invite à aller les voir parce que ce sont des histoires à la fois humaines, politiques et journalistiques très, très, très riches. Cette plateforme a été créée en 2015 à l'initiative du Conseil de l'Europe avec le soutien de RSF et d'autres organisations de défense de la liberté de la presse, parce que le Conseil de l'Europe estimait que la publicité pour les cas d'impunité était le meilleur moyen de lutter contre l'impunité. C'était l'équivalent, d'une certaine manière, du name and shame, c'est-à-dire le fait de mettre le projecteur sur un cas d'impunité était un moyen d'embarrasser le gouvernement et donc de le forcer à agir. C'était peut-être le cas en 2015, et encore, ça avait déjà commencé à changer. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui parce qu'il y a un durcissement des relations internationales, il y a un durcissement des positions des États face aux pressions internationales, et on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Le name and shame ne suffit pas. Il y a au sein du Conseil de l'Europe 3 pays qui, par exemple, ne répondent même plus aux sollicitations lorsqu'ils reçoivent des demandes d'informations à propos de cas d'assassinat de journalistes. Ces 3 pays, on va faire du name and shame, ce sont la Russie, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Les autres peuvent répondre de manière dilatoire ou imprécise. Ces 3-là ne prennent même plus la peine de répondre. Donc cette plateforme a toujours un rôle important pour la mise en lumière et le fait de ne pas laisser tomber dans l'oubli les cas d'assassinat ou d'attaque contre des journalistes. Et les 24 cas qui sont mis en avant en ce moment pour cette journée mondiale en sont le reflet. Mais il est clair que ça ne suffit pas, que le projecteur sur un cas ne suffit pas. Le cas de Daphne Caruana Galizia à Malte est particulièrement intéressant parce qu'on a un pays membre de l'Union européenne, donc faisant partie de cette zone de droit qu'est l'Union européenne, dans lequel cette journaliste a été assassinée il y a précisément 4 ans demain, le 16 octobre 2017. Donc demain, c'est le 4e anniversaire. Il y a d'ailleurs actuellement une mission de 4 organisations internationales de défense de la liberté de la presse qui sont à Malte pour participer à la fois aux cérémonies de commémoration, mais aussi pour ajouter de la pression pour que l'enquête se poursuive. Il y a 4 ans, donc, cette journaliste sort de chez elle, elle allume sa voiture, elle met le contact à sa voiture et elle explose. Il y avait eu une bombe installée dans sa voiture et elle meurt sur le coup.
Daphne Caruana Galizia était une journaliste atypique dans le paysage maltais. Malte, c'est un petit pays. Elle avait un blog sur lequel elle menait des enquêtes extrêmement précises sur la corruption, sur les malversations dans l'administration publique. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en 2017, elle enquêtait sur un angle maltais des Panama Papers. Les Panama Papers, vous vous en souvenez, c'était cette masse de documents sur la fraude fiscale, et des journalistes du monde entier s'en sont emparés pour enquêter sur leur dimension nationale, sur les acteurs de cette grande machine de lavage d'argent, de nettoyage d'argent, de blanchiment d'argent qui était à l'œuvre. Et elle travaillait sur un angle à Malte. Et elle a été éliminée. Et le Premier ministre à l'époque avait déclaré, le Premier ministre maltais avait déclaré qu'il y avait une telle liste de suspects que c'était impossible de savoir qui en voulait à Daphne Caruana Galizia, parce qu'elle avait marché sur les pieds de beaucoup trop de gens au cours de sa carrière journalistique. Mais cette explication était évidemment un peu courte. Et il y a eu 3 facteurs qui ont été mis à l'œuvre pour empêcher l'impunité sur la mort de Daphne. La première, c'est la réaction de l'opinion publique à Malte. La famille de Daphne, en particulier son fils Matthew, qui fait aujourd'hui partie du consortium international des journalistes d'investigation et qui a repris le flambeau de l'action de sa mère, Matthew a fait en sorte que l'opinion maltaise ne soit pas endormie par les explications officielles et réclame la justice. Cette mobilisation de l'opinion maltaise a été très importante. Il y a eu des manifestations de rue, il y a eu des veilles pour la mémoire de Daphne. Il y a eu donc une mobilisation très forte. La deuxième, c'est la dimension internationale, c'est-à-dire que des organisations comme RSF et d'autres se sont emparés de cette affaire pour ne pas lâcher le morceau, comme je pourrais dire, et empêcher que le couvercle soit remis sur cette affaire. Il nous semblait à l'époque très significatif que ça soit au sein de l'Union européenne, et on ne pouvait pas laisser passer un meurtre de journaliste au sein de l'Union européenne. RSF a appuyé toutes les démarches de Matthew, le fils de Daphne, et a essayé de démultiplier les interventions juridiques. Il y a eu une plainte qui a été déposée en France parce qu'il y avait un angle français dans une des enquêtes que menait Daphne dans tous les papiers et les documents que son fils a récupérés. Et donc, ça a permis de maintenir la pression pour que la justice maltaise elle-même ne puisse pas être l'objet de pression, ne puisse pas fermer l'affaire avant qu'elle n'aboutisse. Donc il y a eu cette deuxième dimension internationale très, très forte. Pierre, Pierre, je vous interromps, est-ce qu'il y avait eu une enquête diligentée par la justice spontanément via un procureur, comme ça se serait fait ici, avant que votre intervention ne soit effective? Oui, il y a eu une enquête qui a été lancée, mais qui n'était pas très efficace, n'était pas très effective, et qui semblait être plus faite pour apaiser l'opinion publique que pour chercher véritablement la vérité. Donc c'est pour ça qu'avec la famille de Daphne, nous avons estimé qu'il fallait maintenir la pression pour que cette enquête aboutisse. Et le troisième levier qui a été utilisé et qui était extrêmement important, c'est la poursuite des enquêtes de Daphne. Il y a une organisation qui a été créée en France que certains connaissent et qui commence à faire parler d'elle, qui s'appelle Forbidden Stories. Forbidden Stories, le concept est simple, c'est d'empêcher que la mort d'un journaliste d'investigation marque la fin de ses enquêtes. Donc Forbidden Stories s'engage à reprendre les enquêtes là où la personne qui a été assassinée s'est arrêtée. Et c'est ce qui est le premier cas d'école sur lequel Forbidden Stories a travaillé, c'est la mort de Daphne Caruana Galizia. Et des journalistes, 48 journalistes de 18 pays ont travaillé sur les dossiers de Daphne et ont sorti. Alors en France, c'était
l'équipe d'investigation de Radio France et Le Monde, mais c'est sorti dans le New York Times, en Angleterre, aux Pays-Bas, etc., ont repris les enquêtes de Daphné et les ont fait progresser. Et ça a joué un rôle aussi moteur d'aiguillon sur la justice et la police maltaise, à tel point que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Et en particulier, on a compris que l'un des dossiers clés sur lesquels travaillait Daphné, c'était une affaire qui impliquait un homme d'affaires maltais très actif dans les casinos, les hôtels, les chevaux de course, et qui était étroitement lié au directeur de cabinet du Premier ministre. Et à un moment, l'enquête a suffisamment progressé, alimentée par les découvertes de la presse, et c'est là qu'il y a une sorte de cercle vertueux entre une presse libre qui fait son travail et qui continue à creuser, même lorsque l'initiateur ou l'initiatrice de ces enquêtes a disparu, et une police qui aimerait peut-être faire son travail, mais qui a des pressions politiques ou des handicaps politiques dans le cadre de son enquête, et qui peut s'appuyer sur ce que fait progresser la presse pour ses propres enquêtes. Et donc, à un moment, effectivement, le puzzle s'est mis en place, et on a découvert que autant la police avait été très rapide pour arrêter les exécutants de l'attentat, c'est-à-dire 3 personnes qui avaient reçu un contrat et qui ne savaient même pas pourquoi elles avaient tué Daphné, mais il fallait remonter la piste jusqu'au commanditaire. Et c'est là que cet homme d'affaires a été exposé, révélé, que ses liens avec le directeur de cabinet qui remontait à leur enfance ont été révélés. Le Premier ministre a dû démissionner. Bref, ça a été une affaire qui a pris tout d'un coup un tour à la fois politique et juridique extrêmement important. Et là, on a ces 3 leviers, l'opinion publique, l'internationalisation du dossier et le travail journalistique, qui ont contribué à faire que ça avance. Ça n'a pas avancé autant qu'on l'aurait espéré, en particulier sur le rôle de l'ancien Premier ministre qui reste aujourd'hui dans une zone d'ombre, ce qui fait que cette délégation dont je parlais tout à l'heure, qui est actuellement à Malte, est porteuse aussi d'un message qui est de poursuivre les enquêtes. Et il y a une demande qui a été faite et qui a été portée par l'opinion publique maltaise. Il y a eu une enquête publique et c'est une demande qui a été validée, disons, par l'opinion publique maltaise, qui est la création d'une commission indépendante d'experts qui puisse appuyer les travaux de l'enquête sur cette affaire. La délégation doit être reçue aujourd'hui même par le Premier ministre et par le chef de la police à Malte. Donc on est dans un contexte qui est évidemment bien spécifique, qui est celui d'un pays de l'Union européenne, qui a des règles de droit, qui sont parfois bafouées, mais qui existent et qui peuvent être activées. Et Malte ne peut pas se permettre véritablement de se mettre en marge ou de se mettre en opposition à ces règles. Et donc, en s'appuyant sur cette nécessité de sauver la face, d'une certaine manière, d'un système politique à l'intérieur de l'Union européenne, on arrive à faire progresser les choses, lentement, mais malgré tout, suffisamment pour que on puisse se dire aujourd'hui que le cas de Daphné Caruana Galizia ne sera pas un cas d'impunité totale. C'est je pense, quelque chose d'assez important, parce que si dans un pays de l'Union européenne, on n'arrive pas à empêcher qu'un crime de journaliste soit soumis à l'impunité ou soit permettre l'impunité, dans ce cas-là, on n'a aucune chance de gagner ailleurs, car il y a, et on l'a entendu tout à l'heure, il y a des règles de droit qui sont importantes et qui permettent de s'appuyer dessus pour faire progresser les choses. Et donc, il était important que, dans le cas de Malte, dans le cas de Jan Kuciak, ce journaliste assassiné également un an plus tard en Slovaquie,
ou dans un cas qui s'est produit tout récemment, en juillet, aux Pays-Bas, avec l'assassinat du journaliste Peter de Vries, qui, lui, était l'animateur d'une émission de télévision sur des faits divers, sur la criminalité organisée, sur des réseaux de trafic de drogue, etc., qui a été assassiné donc, en sortant de son studio télé, plusieurs balles dans la tête alors qu'il montait dans sa voiture. Il est important que dans cette zone de droit théorique qu'est l'Union européenne, l'impunité ne soit pas possible, car autrement, on n'a aucune chance de pouvoir la faire, de pouvoir la battre, de pouvoir la surmonter ailleurs dans le monde. Donc le cas de Malte est emblématique et je pense qu'il faut vraiment le décortiquer et l'intégrer dans toutes nos réflexions sur l'impunité. Est-ce qu'il y a un procès qui est programmé d'ores et déjà? Il y a eu déjà le procès des 3 exécutants, donc de gens qui n'étaient que des rouages dans cette affaire. Et il y aura théoriquement le procès du directeur de cabinet et de cet homme d'affaires, qui n'est pas encore véritablement programmé, mais qui aura lieu. En tout cas, la procédure judiciaire est en cours. Ce qui est formidable dans ce que vous décrivez, c'est qu'en fait, il y a une force qui s'était multipliée au travers le monde avec ces médias indépendants qui ont repris l'enquête et qui ont pris de court les commanditaires, plus que les exécutants qui visiblement ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais c'est quelque chose auquel ils n'avaient sans doute pas imaginé avant, que en fait, ça démultiplie les forces plutôt que ça ne les anéantisse. Absolument. Et en fait, il y a quelque chose de totalement exemplaire dans le fait que une force qui se croit supérieure, celle d'un millionnaire ou milliardaire, je ne sais pas à quel niveau de fortune il est, d'un petit pays comme Malte, qui pense pouvoir écraser une blogueuse, parce que Daphné n'avait pas de médias importants derrière elle, elle n'avait pas une structure derrière elle, elle était une journaliste indépendante. Il pense pouvoir écraser une journaliste indépendante et il met en branle en fait une énorme chaîne de solidarité et de travail qui va à travers des organisations comme RSF, mais aussi à travers des journalistes de 18 pays, y compris Le Monde ou le New York Times, va finir par l'emporter. Et donc il y a quelque chose, c'est presque du David et Goliath, c'est-à-dire la petite blogueuse qu'on pense pouvoir écraser, à l'arrivée, c'est elle qui, moralement en tout cas, a gagné. C'est le cas aussi de la journaliste mexicaine, Regina, pour laquelle Forbidden Stories a repris l'enquête contre les narcotrafiquants et qui a également abouti, même si je n'en ai pas le détail, qui a également abouti à l'inverse de ce qu'avaient imaginé les commanditaires de son assassinat. Absolument, le contexte du Mexique est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce que d'abord, il y a le poids des narcotrafiquants, leur violence, la force qu'ils exercent localement dans un certain nombre de villes du nord du Mexique, etc. Et il y a, il faut bien le dire, une passivité de l'État mexicain, des autorités mexicaines, qui n'agissent que sous la pression, mais qui, dans la plupart des cas, se contentent de compter les morts, il faut bien le dire. Et donc, on a eu des échanges avec le Mexique, on a eu un dialogue qui a été ouvert avec le Mexique, mais qui se heurte à des réalités locales qui sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus difficiles que, évidemment, au sein de l'Union européenne. Mais le cas de Forbidden Stories, justement, en reprenant un de ces cas, a montré qu'on pouvait aussi avancer, y compris dans le contexte du Mexique. Et ce contexte du Mexique nous permet de mieux encore apprécier tout ce qui se fait dans l'Union européenne et tout, pour ceux qui pourraient en douter, de la qualité ou de sa viabilité, entre ce que M. Guillaumard nous a dit et ce que vous nous avez démontré au travers du dossier de Daphné, voilà, prouve qu'il y a quand même des forces vitales qui sont toujours en œuvre et qui peuvent permettre de renverser ou de contrer ceux qui s'imaginent au-dessus des lois. Si je peux juste rajouter un mot, la vraie difficulté à laquelle on se heurte aujourd'hui, c'est que il y
il y a beaucoup de forces qui veulent lutter contre l'impunité, et en particulier dans les instances internationales. On a eu des échanges extrêmement fournis, extrêmement importants avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui était favorable, par exemple, à la création d'un rapporteur spécial pour la protection des journalistes, qui aurait été une étape importante pour structurer à la fois le contexte juridique, politique de cette question de la protection des journalistes. Mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on voit bien qu'au sein des Nations Unies, par exemple, il y a une paralysie totale. On n'est pas en mesure, à cause du climat international, à cause du blocage entre les grandes puissances, qui dépasse évidemment le cas de l'impunité des journalistes, mais qui affecte, dont c'est une victime collatérale. Cette démarche approuvée par le secrétaire général n'a toujours pas abouti. La France l'a soutenu, il faut bien le dire, a appuyé notre démarche auprès du secrétaire général, mais nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de faire aboutir cette démarche à cause des blocages internationaux, et c'est extrêmement regrettable. Merci beaucoup, Pierre. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir ou... Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous donne aussi vos dernières phrases d'une transition pour aborder notre propre dossier de Ghislaine et Claude, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, dont vont traiter Maître Marie Dosé, qui est notre avocate, ainsi que Antoine Glaser, qui est journaliste, essayiste, spécialiste de l'Afrique, et qui vont bien me rejoindre pour évoquer ce cas plus spécifique. Daniel, tu avais prévu de dire quelques mots sur nos amis pour resituer un petit peu au moins leur personnalité. Ghislaine Dupont, qui avait 57 ans lors de son assassinat, était grand reporter et conseillère éditoriale à Radio France Internationale. C'était, comme Claude Verlon, 55 ans, technicien radio, très reconnu dans la profession. Tous deux étaient des passionnés de l'Afrique. Ça faisait plus de 20 ans qu'ils couvraient tous les territoires. Ghislaine avait travaillé dans des conditions difficiles, en particulier en République démocratique du Congo, dont elle avait été expulsée manu militari en 2006, sur des terrains comme le Rwanda, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire. De même, Claude avait couvert de nombreux pays, l'Éthiopie, l'Irak, la Côte d'Ivoire lui aussi. Ghislaine était une des grandes voix de la radio mondiale, comme on dit, sur le continent africain. Elle a beaucoup marqué, et tous les témoignages qui sont parvenus à Radio France Internationale après l'assassinat le prouvent, des témoignages aussi bien de professionnels que des témoignages de gens qui suivent, vraiment des auditeurs de Radio France. Il y a eu une floraison de petites Ghislaine qui sont nées après l'assassinat de notre ami. Vraiment, ils se sont dévoués avec passion tous les deux pour ce continent qui les avait marqués, et leur disparition, alors qu'ils avaient déjà été présents à Kidal en juillet 2013, leur séjour à cette époque s'était bien passé, ils avaient créé de nouveaux contacts, et lorsqu'ils se sont rendus en octobre 2018 dans cette ville du Nord Mali pour travailler sur la crise dans le pays et sur la réconciliation nationale dans le cadre des élections, ils sont partis avec le professionnalisme nécessaire. Ce n'était pas des 20 en guerre, ils avaient vraiment une grande expérience des pays africains et du Mali en particulier. Ils avaient d'ailleurs été accompagnés par la MINUSMA dans cette ville du Nord Mali, contrairement à ce qui avait pu être dit à un certain temps. Tu peux dire ce que c'est? La MINUSMA, donc, c'était les forces armées de l'ONU au Mali. Donc, contrairement à ce qu'on a pu dire à l'époque, ce n'était pas contre l'avis des autorités qui se sont rendues sur ces sites. Ils devaient probablement aussi travailler sur la libération des otages d'Arlit, puisque ceux-ci ont été libérés dans la région le 28 octobre, le lundi 28 octobre. Ils sont arrivés le jour même à Kidal, et le samedi 2 novembre, donc quelques jours plus tard, ils ont été en paix assassinés. Donc je vais passer la parole à Antoine Glaser qui va nous expliquer un petit peu le contexte de ce drame.
Voilà, merci. Je vais reprendre un peu le factuel de cet assassinat. Le 2 novembre 2013, à 13h05, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes à Radio France Internationale, sont pris en otage en plein centre de Kidal, dans le désert du nord du Mali. Ils venaient juste d'interviewer un notable Touareg. Quelques minutes plus tard, à 10 km de la ville, leur ravisseur les tue. Tous deux passionnés par leur métier et travaillant en pleine confiance, ils séjournaient pour la seconde fois dans la région, avec l'objectif premier d'enregistrer des émissions sur la réconciliation nationale à l'occasion des élections législatives. Petite ville au milieu du désert, Kidal est au cœur de la zone des conflits actuellement intermaliens. Que s'est-il passé? Ce type de prise d'otage, normalement, ça se solde par des années de détention, des négociations interminables, le paiement de rançons souvent occultes, mais dans la plupart des cas, une libération. Pourquoi, quelques minutes après leur enlèvement, les deux journalistes ont-ils été exécutés? À RFI, l'annonce de ces assassinats est un choc terrible. Comme Ghislaine Dupont, 57 ans, depuis 20 ans dans la station de radio, est une figure emblématique du grand reportage, comme vient de le dire notre ami. Spécialiste, Daniel, spécialiste de l'Afrique, où elle a longtemps vécu, elle pratique un journalisme d'investigation au plus près de la réalité, en se tenant résolument à l'écart des filières institutionnelles, politiques ou militaires. Ingénieur du son, Claude Verlon était un technicien chevronné, expert dans le montage de directs complexes. Les amis et les familles de Ghislaine et Claude se mobilisent. Avec des confrères des deux journalistes, ils décidèrent solennellement que ces crimes ne resteront pas impunis. L'élément le plus troublant de cette affaire est que le jour même de l'assassinat des deux journalistes, d'autres otages sont libérés. Des otages français, prisonniers depuis 3 ans, qui avaient été enlevés le 16 septembre 2010 à Arlit, au Niger, frontalier du Mali, sur le site des mines d'uranium exploitées par la société française Areva, qui maintenant s'appelle Orano. Ghislaine et Claude enquêtaient entre autres sur les conditions de cette libération. Un épisode qui posait énormément de questions, aussi bien sur la façon dont la France avait géré ces libérations que sur le contexte politique de la région entre Touaregs irrédentistes et terroristes islamistes algériens d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'enlèvement d'employés de la mine d'Arlit avait été réalisé par la même mouvance que celui des deux journalistes de RFI à Kidal. Ce sont des Touaregs affiliés à Al-Qaïda du Maghreb islamique. C'est-à-dire, à un moment donné, quand il y a eu l'implosion de la Libye, les Touaregs qui étaient dans les armées de Kadhafi sont rentrés au pays, ont demandé l'autonomie de ce qu'ils appellent l'Azawad, c'est-à-dire tout le nord du Mali, et se sont affiliés avec Al-Qaïda du Maghreb islamique, qui sont quand même, parce que l'Algérie a un peu exporté ses anciens du GIA et du GSPC dans le pays voisin. Après 3 années de détention, les négociations avec l'Algérien Abou Zaid pour le paiement de la rançon avaient donné lieu à des cafouillages entre les différents négociateurs français. Areva avait commencé à payer des rançons en missionnant des anciens de la DGSE, mais qui agissaient à titre privé. D'autres intermédiaires s'étaient auto-missionnés, tous désireux évidemment de toucher des commissions. Les services secrets français officiels avaient nommé leurs propres négociateurs au moment du changement de présidence en France. Ça pour dire dans quelle situation extrêmement compliquée ces assassinats ont lieu. À quel groupe islamiste appartenaient les ravisseurs? Fallait-il accepter de payer une rançon? On parle de quand même 30 millions d'euros. Qui devait la payer? Quels étaient les termes de la négociation? Qui devait toucher les commissions? C'est autant sur cet imbroglio que sur la réconciliation nationale au Mali qu'enquêtaient Ghislaine et Claude quand ils ont été enlevés et assassinés. Leur assassinat pourrait être lié à cette affaire des otages d'Arlit, soit un acte de vengeance d'un groupe armé ou d'un intermédiaire estimant qu'ils n'avaient pas eu leur part de la rançon, ou qu'une promesse de libération des prisonniers terroristes n'avait pas été respectée. Ont-ils été enlevés pour servir dans un deuxième temps de monnaie d'échange pour récupérer une partie de la rançon des otages d'Arlit? Et dans ce cas, une intervention maladroite de l'armée française aurait-elle pu entraîner le drame? Ou bien ont-ils été éliminés parce que certains ne voulaient pas qu'on éclaircisse leur rôle dans cette affaire? Dans tous les cas, la thèse officielle prétendant que suite à une panne de leur voiture, les ravisseurs n'auraient eu d'autre solution que de se débarrasser de leurs otages ne convainc pas grand monde. Le gouvernement malien actuel, né d'un récent coup d'État,
ne joue pas franc jeu. Il est engagé, lui, dans un processus de réconciliation nationale avec les rebelles Touaregs depuis leur retour de Libye, je le disais tout à l'heure, après la mort de Kadhafi. Il revendiquait l'autonomie du nord du pays en lien avec les islamistes algériens. Actuellement, le nord du Mali est totalement, en fait, plus ou moins lié à l'Algérie. Et c'est vrai que c'est totalement, là, les Français sont en train de se retirer de Kidal, et la situation va être encore plus difficile et compliquée. Dans ce contexte, la mise en cause de ces leaders du Nord dans l'assassinat des 2 journalistes ne peut que gêner les négociations en cours. Ça veut dire actuellement la junte au pouvoir essaye de négocier avec le grand patron de l'ensemble du Nord, qui s'appelle Iyad Krali, qui est le leader du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et c'est lui qui négocie, et c'est lui, on va le voir, qui a finalement obtenu la libération déjà de djihadistes en échange de Sophie Petronin. L'armée française était présente au Mali au moment du drame dans le cadre de l'opération Serval. Les forces spéciales sont-elles intervenues après l'enlèvement? Y a-t-il eu affrontement avec les terroristes? Les autorités militaires se réfugient derrière le secret défense pour ne pas répondre. L'armée française utilise un formateur Touareg. Certains seraient liés aux islamistes. L'armée les protège et ne tiendrait pas à laisser des journalistes enquêter sur leurs relations avec leurs preneurs d'otages. Je dirais, pour faire court, évidemment que le renseignement ne fait pas bon ménage avec la justice, en règle générale. C'est un homme du renseignement, ce qui est important, c'est les infos, ce n'est pas tellement la justice. Depuis le coup d'État au Mali d'août 2020, les choses se sont encore compliquées. À Paris, un certain nombre de documents ont été déclassifiés, et sur la plupart d'entre eux, des parties importantes ont été caviardées. Ça veut dire souvent, on dit caviardé, ce n'est pas forcément au feutre, au stabilo noir, c'est simplement qu'il n'y a rien du tout. L'enquête judiciaire a révélé que Sedan Agrita, l'homme soupçonné d'être au cœur dans l'enlèvement des journalistes, est le principal lieutenant du chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, M. Iyad Krali. C'est lui en particulier qui a été le négociateur de la libération des otages du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JSIM, en octobre 2020, dont la Française Sophie Petronin. Il faut dire que tout ça, ces négociations, ça s'est fait dans le dos de l'armée française, pour vous dire à quel point l'armée ne contrôle pas forcément ce qui se passe à Bamako. C'est un ancien officier de l'armée malienne, je parle de Sedan Agrita, avait été impliqué dès 2011 dans le rap de Serge Lazarevitch et de son compagnon d'infortune, Philippe Verdon, probablement tué par le même groupe. Sedan Agrita avait ainsi obtenu en décembre 2014 la libération de ses 2 neveux emprisonnés à Bamako en contrepartie de celle de Lazarevitch, et c'est important parce que c'est 1 an après le double assassinat de Ghislaine et Claude. C'est l'homme qu'on soupçonne finalement, bien sûr, comme on dit, sa culpabilité n'est pas avérée, mais l'homme qu'on soupçonne d'avoir été vraiment à l'origine de cet assassinat, en fait, a obtenu, 1 an après cet assassinat, a obtenu la libération de ses propres neveux. Si sa culpabilité est avérée, les familles et les amis de Ghislaine et Claude veulent qu'il soit arrêté et jugé, qu'il ne soit pas simplement tué par l'armée française, comme l'a été en juin 2021, Bagabo, propriétaire du véhicule des ravisseurs et premier suspect dans la chronologie de cette affaire. Voleur de voiture, Bagabo était bien connu des services de renseignement français qu'il avait débriefé en mars 2013. Nous voulons connaître le rôle des informateurs Touareg qu'utilisent les Français. Nous voulons la vérité. Un autre acteur opérationnel, Abdelkrim Al-Targhi, dont la Katiba revendiquait les assassinats, a été tué par les forces françaises dans la nuit du 17 au 18 mai 2015, ainsi que 3 ou 4 autres djihadistes toujours, au niveau opérationnel, dans l'entourage de Sedan Agrita. Quel a été le rôle de l'armée française? Est-ce qu'il n'y a pas eu une intervention des forces spéciales qui aurait entraîné la panique des preneurs d'otages dans la voiture? Les autorités françaises sont formelles. Ils affirment toujours que la force Serval est arrivée après le drame et les militaires français n'ont jamais eu de contact, même visuel, avec les preneurs d'otages. Ça, c'est la communication officielle. En définitive, il y a 2 logiques qui s'affrontent. Celle de la raison d'État, surtout au moment où la France est en état de faiblesse dans ce pays et dans la région. Une armée française qui s'abrite sous secret défense pour ne rien révéler d'une éventuelle opération militaire qui aurait mal tourné. Qui utilise les informateurs pouvant jouer, l'armée utilise les informateurs jouant
pouvant peut-être jouer double jeu, qui s'enlise depuis dans une intervention militaire dont nul n'est plus capable de mesurer l'efficacité, qui sur le plan politique a de plus en plus de difficultés à gérer ses relations avec un gouvernement malien qui négocie avec les terroristes, sans parler de l'Algérie, pays dont Iyad Ali semble franchir la frontière comme chez lui. Et en plus, l'Algérie vient de se rapprocher de la junte au Mali, pas un peu, dans le dos de l'armée française. Et la logique des proches des deux journalistes, notre logique à nous, c'est on veut la vérité on veut que la vérité éclate et que la justice passe contre ou les responsables de cet assassinat. J'en terminerai en citant une promesse de vérité de deux présidents de la République française sur ces assassinats. François Hollande, recevant à l'Élysée Marie Solange, 90 ans à l'époque, la mère de Ghislaine. Votre fille, madame, c'est l'honneur de la France. Vous saurez ce qui s'est passé le 2 novembre, minute par minute. Et aussi, je vous le promets, je vous le répète, il n'est pas question de raison d'État dans cette affaire. Emmanuel Macron, au micro de RFI et de France 24, le 29 novembre 2017. Je veux ici vous dire que l'engagement de la France est entier. Nous les retrouverons et ils paieront. Et tout ce qui est à élucider sera élucidé. Je veux ici m'engager solennellement. La France met tout en œuvre pour que toute la vérité soit faite sur cette affaire. Et la France met tout en œuvre pour pouvoir capturer les autres commanditaires de ces crimes. Voilà. Excusez-moi, je parle un peu vite, mais je pense que c'est mieux d'avoir partie judiciaire. Merci Antoine. Avant de vous passer la parole, maître, puisque maître Marie Lozé est donc l'avocate de notre association, je voulais dire quelque chose qui nous tient à cœur en tant qu'amis. C'est que très vite, Ghislaine et Claude ont été oubliés par la presse française, rarement évoqués dans les rappels qui auraient pu s'imposer compte tenu du contexte complexe d'ailleurs de cette histoire. Et on en a été souvent, je peux le confirmer Daniel, blessés. Alors il nous a semblé qu'effectivement c'est trop compliqué, donc les journalistes préfèrent ne pas s'en mêler. Et puis c'est la radio RFI, donc elle n'est pas entendue sur le territoire français, donc ça a moins d'impact. Et puis c'est en Afrique, et puis c'est avec des gens qui sont potentiellement nos ennemis, ou réellement nos ennemis, ce que nous pouvons entendre. Mais il n'empêche que la presse française a assez vite fait son deuil que nous n'arrivons pas à faire de nos amis, et ça nous a souvent blessés, donc je profite de l'occasion pour le dire. Et je passe la parole à Maître Lozé qui va essayer de nous expliquer où en est l'enquête judiciaire et dans quelle mesure est-ce que le terme d'impunité s'applique ou non aux personnes qui sont concernées par notre dossier. Alors merci d'abord de m'avoir invité. C'est toujours un peu compliqué pour une avocate d'intervenir dans des dossiers, dans des informations judiciaires qui sont en cours. On reste lié au secret de l'instruction. Donc je vais me heurter au secret de l'instruction dans ce que je vais essayer d'expliquer et de détailler. Et il n'y aura pas de révélation en soi, et surtout pas sur les investigations en cours, mais après toutes ces années d'information judiciaire, on peut quand même en tirer déjà quelques leçons. Sur ce que vous évoquez, et notamment l'impunité des crimes contre les journalistes, on n'en est pas à l'impunité là. On en est à l'information judiciaire, l'enquête, les investigations, et surtout une manifestation de la vérité, vous l'avez dit, et les magistrats en ont parfaitement conscience aussi, qui est freinée notamment par le secret défense et puis par cette course entre la nécessité de comprendre, de savoir, et donc le dessein judiciaire, et puis l'impératif militaire, qui n'est pas du tout, qui ne va pas du tout dans ce sens-là. Donc dans un premier temps, je vais évoquer le secret défense et l'armée, évidemment, la grande muette. Dans un dossier comme celui-là, on a pourtant viscéralement besoin des informations qu'ils détiennent. Et dans ce dossier, vous l'avez dit, les documents secrets défense qui ont été transmis sont amputés de beaucoup de pages, cancellés, caviardés. J'ai, quand je suis intervenue pour la première fois dans cette affaire, et lorsque j'ai consulté le dossier, eu des relents du dossier Karachi, où on déclassifiait, mais alors
pardonnez-moi l'expression, attire l'arigot des pages blanches. Je me souviens d'un rapport d'audit qui faisait 80 pages et je crois qu'il restait 2 paragraphes. Et on me disait c'est une déclassification partielle. Bon. Et vraiment, j'ai eu, en consultant le dossier pour la première fois, ces relents du dossier Garachi par rapport à ça. Le secret défense, c'est évidemment une entrave à la manifestation de la vérité et c'est compliqué pour un magistrat instructeur de tenter de le contourner. Il y a eu des tentatives de réaliser, notamment par Marc Trévidic, puisqu'il n'avait pas les documents, il essayait de faire lever le secret défense de personnes qu'il avait interrogées en qualité de témoins. Bon. Il y a eu quand même véritablement des initiatives par les acteurs de la justice qui ont été mises en œuvre. Mais dans ce dossier-là, pour l'instant, ça reste un vrai handicap. Maître, vous l'avez évoqué, le juge Trévidic a été le premier juge d'instruction qui s'est emparé de notre Tout dossier. à fait. Mais qui a ensuite quitté ses fonctions et donc d'autres juges ont repris l'enquête. Exactement. Et puis, quelque part, le secret défense, et là c'est pas une dimension psychologique, parce que je pense aussi que ça peut complètement polluer un dossier. Opposer le secret défense dans le cadre d'une information judiciaire en cours, c'est aussi autoriser tous les fantasmes. Et ça, c'est terrible. D'abord, c'est empêcher de fermer les portes qui doivent être fermées, donc c'est multiplier les hypothèses, parfois multiplier les fantasmes, et puis on se dit, mais puisque l'information est secrète, elle est nécessairement de la plus haute importance. Et ensuite, il est très difficile de l'écarter des débats et du cours de l'instruction en se disant, de toute façon, on n'en saura jamais rien puisque c'est le secret défense. Non, on va finalement construire une information derrière un secret défense. Et parfois même, d'ailleurs, au risque de se tromper. Mais c'est là où, véritablement, c'est à la fois une entrave à la manifestation de la vérité, mais c'est aussi une possibilité d'aller vers des routes complètement fausses et des hypothèses complètement fausses. Donc il y a vraiment un travail à faire lorsqu'on se bute, lorsqu'on se heurte au secret défense. Ça peut devenir obsessionnel, on peut tenter de le contourner ou de passer en force, mais c'est quand même très compliqué pour les magistrats comme pour les avocats de dire bon bah ça y est, ce volet-là, on le met de côté, on n'y arrivera pas, c'est le secret défense. Et je rejoins ce qu'on sait tous dans notre affaire, cette fameuse écoute téléphonique, ce fameux enregistrement évoqué par François Hollande. Pourquoi vous avez gâché la marchandise? On a essayé, on a quand même essayé. Vous pouvez me donner quelques détails autour de cette anecdote? Et tout simplement, alors bon, le dossier est connu, mais François Hollande avait évoqué un enregistrement, une écoute téléphonique, probablement des commanditaires qui auraient déclaré, s'agissant de ces assassinats, pourquoi vous avez gâché la marchandise. Lorsque cela a été révélé, il y a eu des demandes de déclassification liées à cet enregistrement, qui n'ont rien donné, évidemment. On a tenté, malgré tout, d'aller jusqu'au bout et d'essayer de comprendre. François Hollande a été auditionné comme témoin, il s'est rendu à la convocation, il a été entendu par les magistrats. L'ancien directeur des services de renseignement des GSE également, puisqu'il avait également, en tout cas, François Hollande avait indiqué que c'était par son biais, je crois, qu'il avait connaissance de cet enregistrement. Ça n'a rien donné. Cette audition a été plutôt une opportunité pour l'un et pour l'autre, essayer d'expliquer soit qu'on n'avait pas bien compris, soit qu'en réalité, c'était pas tout à fait ce qui avait été dit, mais cela reste une tâche dans ce dossier que l'on n'arrive pas, que l'on ne parvient pas à oublier, et c'est normal. Et par rapport à cela, peut-être qu'un jour, quand le secret défense sera levé, eh bien, cette brume qui pollue ce dossier le sera aussi. Au moment de l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, les agents français de la DGSE collectaient depuis des années du renseignement sur place, et notamment sur les différents groupes armés, d'où la nécessité aussi de déclassifier au maximum. Et là encore, dans un dossier comme celui-là, on ne peut que regretter le peu de déclassification. Et puis, vous l'avez dit, les parties civiles continuent de s'interroger à juste titre sur le rôle des militaires français sur place, sur le rôle des forces spéciales, dont la présence a été finalement avérée, mais des années plus tard. Par contre, parce qu'il faut aussi parler des avancées et des progrès, la Grande Muette a commencé à s'exprimer. Elle a commencé à s'exprimer dans ce dossier, et j'en parle puisque un des journalistes du Monde, je crois, a révélé cette information à petits pas.
mais tout de même, c'est assez exceptionnel pour être salué. Un lieutenant qui commandait le détachement de liaison et d'appui, le DLA, de l'armée française présente à Kidal, a été entendu par le juge d'instruction. Et il a répondu à ces questions. Alors, il n'a pas opposé le secret défense, parce que certains témoins, pour l'avoir vécu et en direct, vont chez le juge d'instruction et opposent le secret défense à toutes les questions. Quand je dis à toutes les questions, c'est à toutes les questions. Le magistrat n'a même pas le temps de terminer la question, il dit secret défense. Bon. Là, en l'occurrence, il a joué le jeu, il a donné des informations. Il reste soumis au secret défense, donc il faut prendre ces informations avec prudence, il faut essayer de les exploiter, il faut essayer d'aller encore plus en avant dans ce qu'il a voulu dire, explorer chacune de ses virgules, mais lui, en tout cas, a commencé à parler. Il a notamment assuré que la DLA était la première force arrivée sur place. Il a réfuté toute poursuite aérienne, et sur ça encore, il va y avoir nombre d'investigations à mener et de demandes d'actes à solliciter. Il a expliqué avoir croisé la patrouille des forces spéciales à côté d'un pick-up qui ressemblait à celui des ravisseurs. Ils auraient donc suivi une fausse piste. Ça, c'est une information qui jusque-là n'avait pas été donnée. Voilà, je pense que dès l'instant où une brèche s'est ouverte, parce que je crois qu'il y a ça aussi, et il ne faut jamais l'oublier, c'est pour ça que c'est important la médiatisation intelligente de ce type de dossier. Je pense que, à force d'entendre, on se heurte au secret défense, on se heurte au secret défense, l'armée nous cache quelque chose, les renseignements nous cachent quelque chose, c'est scandaleux, etc. C'est quand même un assassinat de journaliste. Et bien finalement, un militaire répond à un juge d'instruction. Je crois que ça joue énormément. À force de dénoncer, il faut bien à un moment donné donner des gages. Donc prendre avec prudence ces déclarations, mais constater quand même qu'il ne faut jamais rien lâcher et toujours combattre le secret défense, parce que finalement, ça mène des témoins à parler et à évoquer ce dont ils ont des témoins, mais ce qu'ils peuvent aussi, les secrets dont ils peuvent en tout cas se libérer. Le rôle ici des parties civiles, c'est donc d'exploiter les éléments du dossier et de faire des demandes d'actes. C'est important parce que, vraiment, sur des dossiers aussi sensibles, vous l'avez rappelé, je ne vais pas revenir sur tout ça, avec le rôle des services de renseignement, le rôle de l'armée, où effectivement le secret défense est omniprésent, les parties civiles doivent être combattantes. Mais les parties civiles, et puis les avocats, et quand les avocats commencent à s'endormir, les parties civiles doivent les réveiller comme vous savez le faire de temps en temps. Et vous avez raison, non mais parce qu'il faut faire exister ce dossier, et c'est la seule façon de le faire exister sous un certain prisme. Le magistrat instructeur, il n'est pas pieds et mains liés à ce qui semble lui être imposé, c'est pas vrai, il est indépendant, mais il est empêché. Il est empêché et parfois, surtout dans des dossiers comme ça, il a besoin que la partie civile aille trop loin pour dire « mais voilà, moi j'ai une partie civile, là, je suis désolée, mais il faut quand même bien qu'à un moment donné, je fasse autre chose que de refuser leur demande d'acte. » Donc il y a un savant dosage entre ne pas agacer un magistrat instructeur et ne pas le faire ressentir notre présence comme un handicap, mais au contraire comme une aide et comme une façon pour lui de se libérer de certaines entraves pour pouvoir dire non, là maintenant il faut vraiment travailler sur ce volet-là. Donc chercher la vérité, obtenir la vérité, et là j'en viens à un autre point. Malheureusement dans un dossier comme celui-là ça se heurte à la réalité d'un terrain que les magistrats ne maîtrisent pas. Le vrai problème dans ces dossiers-là, comme en Karachi, c'est que les assassinats sont perpétrés dans de tels pays. Là, les magistrats sont allés au Mali et continueront d'y aller. Sachez, je fais le parallèle, mais c'est important aussi de pouvoir comparer. Dans Karachi, le magistrat ne peut pas aller au Pakistan. Et ça fait 10 ans, 15 ans que ça dure. Il n'y a même pas de réponse aux demandes de coopération internationale. Il n'y a pas une virgule de réponse. Là, au moins, ils vont au Mali. Et il risque fort d'y retourner. Ce n'est pas le cas dans tous les dossiers. Mais la réalité sur place, elle est évidemment très compliquée. Très compliquée. Je reviens sur la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Petronin. Ça a été la stupeur du côté des parties civiles et à juste titre. Et à juste titre. Moi, j'en ai eu beaucoup de mal à l'imaginer, mais sachez aussi que ça a été la stupeur du côté des magistrats. Et je ne viole pas le secret d'instruction ici que de le dire. Tout ça se passe, vous l'avez dit, derrière le dos de l'armée, mais aussi, surtout, derrière une information judiciaire, derrière des magistrats qui sont quand même saisis.
Sedan Habitat. Stupeur, parce que justement, le fameux Sedan Habitat il est censé considéré être comme le commanditaire du crime de Ghislaine Claude, et que c'est lui qui a facilité la libération de Sophie Pétronin en échange de la libération d'une centaine de prisonniers. 200. Alors déjà, stupeur, galerie antiterroriste, vous imaginez bien la galerie antiterroriste des magistrats instructeurs qui se disent c'est parfait, on libère 200 djihadistes qu'on va probablement retrouver un jour ou l'autre quelque part, et puis surtout dans nos cabinets d'instruction. Mais stupeur aussi parce que vous l'avez dit, Sedan Habitat, il est considéré comme un des co-organisateurs. Et il a participé aux négociations qui ont abouti à la remise en liberté de 4 otages. Donc, dans quelles conditions avec qui Sedan Habitat a été en relation dans le cadre de ces négociations? Est-ce qu'il est en train, parce que c'est ça le problème, est-ce qu'il est en train finalement de travailler à sa réhabilitation? Est-ce que c'est une entreprise de réhabilitation, voire de blanchiment, voire, et là, d'impunité dans son propre pays? Enfin, c'est extrêmement compliqué pour les parties civiles, mais même pour les magistrats instructeurs, de constater que là, alors qu'ils travaillent sur cette mise en cause, eh bien, on est face à quelqu'un qui, tranquillement, joue de la coopération et de la négociation pour libérer les otages français. Donc c'est à tout cela que se heurtent les magistrats. Ils sont impuissants, là on est complètement impuissants. Ils sont complètement impuissants, et je peux vous assurer que pour eux c'est une véritable entrave. C'est une véritable entrave. Priorité de l'armée, parce que ça aussi c'est une véritable entrave, hein. La priorité de l'armée, c'est pas la manifestation de la vérité. Et le plus compliqué dans ces dossiers, et dans celui-là particulièrement, c'est lorsque les mises en cause sont avant tout pour l'armée des cibles de guerre. C'est Florence Parly qui confond la justice et la vengeance. Mais Florence Parly est ministre des Armées. Et j'évoque ici évidemment l'élimination, la neutralisation, pour parler dans ce langage-là, de Badi al-Bakabo. Ce que nous redoutions tous est arrivé. Moi, je me souviens d'avoir répondu il y a 2 ans à un journaliste en disant « pourvu que cela n'arrive pas ». Et puis finalement, c'est arrivé. Vous pouvez situer un petit peu ce personnage dans notre... ce personnage, vous l'avez évoqué tout à voleur de l'heure. voiture. Voilà, le propriétaire de la voiture et celui qui a... Premier témoin. Premier témoin et celui qui a un rôle. Chef du commandement. Bien sûr. Donc, je reviens quand même sur la déclaration d'un ministre, parce qu'il faut comprendre comment ça peut résonner, ce type de déclaration, pour les parties civiles, les avocats et les juges. Le 5 juin dans la journée, dit Florence Parly, la force Barkhane a détecté une attaque en préparation contre une emprise de l'ONU dans le nord du Mali. Une opération de vive force a alors été lancée contre un groupe armé terroriste qui s'apprêtait à déclencher des tirs de mortier sur cette emprise occupée par le bataillon tchadien de la MINUSMA. Cette opération a conduit à la neutralisation de 4 terroristes. Parmi eux a été identifié Baye al-Bakabo, cadre terroriste considéré comme le responsable de l'enlèvement et de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'est un succès qui permet à la France de confirmer sa stratégie de viser prioritairement l'échec djihadiste. Sa neutralisation met fin à une longue attente des familles et des proches. Mais non. Mais non. Mais non. Évidemment, non. Elle met fin à l'espoir des familles et des proches de savoir un jour ce qu'il s'est passé. Alors pardon, mais une neutralisation dans une affaire comme celle-là, c'est une forme d'impunité. Voilà. C'est une forme d'impunité parce que ça confisque la vérité. Ça l'interdit, ça l'empêche. Donc chacun son impératif. L'impératif de la ministre de l'Armée, mais il y a un autre impératif qui est celui des magistrats instructeurs saisis d'une affaire et des parties civiles qui veulent comprendre, et d'une vérité judiciaire à construire. Là, en l'occurrence, cette vérité judiciaire, elle a été avortée, et c'est cette course entre la justice et l'armée, entre la quête de vérité et l'élimination qui l'anéantit, qui est difficile à supporter et qui est, de surcroît, impossible à anticiper. Impossible à anticiper. Parce que si on connaissait la progression, si on se disait, bon, il faut orienter l'instruction dans cette direction parce que on risque fort de se retrouver sur une opération de neutralisation. Mais pas du tout. C'est arrivé du jour au lendemain, on s'y attendait, et c'est arrivé trop vite. Et puis enfin, la vérité dépend autant du Mali que de la France, évidemment. Mener une information judiciaire sur des faits commis à l'étranger, c'est dépendre avant tout de la coopération pénale internationale. Et il faut ici prendre en considération quelque chose de terrible et de très très important dans ce dossier, c'est le peu de moyens de la justice malienne.
j'allais dire, l'absence de moyens de la justice malienne. Vous avez un magistrat malien, instructeur, extraordinaire. Extraordinaire, d'abord courageux, parce qu'il risque sa vie, et puis compétent et volontaire. Mais il ne dispose de rien, ou de presque rien pour instruire. C'est lui-même qui achète son ordinateur. On en est là. On en est quand même là. Et donc, pour répondre seul, efficacement, aux demandes précises qui sont portées à sa connaissance dans le cadre de la coopération internationale, c'est quasiment impossible. Et il n'a pas de moyens. Il nous a fallu, et vous le savez, des mois, presque une année, pour obtenir d'une société malienne de téléphonie des simples fadettes. Et on en est à combien, je ne sais pas moi, 30 ou 40 PV ou relance, mais ça n'est pas là par contre, attention, hein, ça n'est pas là du côté de ce magistrat une mauvaise volonté ou une mauvaise foi ou une façon pour lui de contenir certaines informations, c'est aussi avant tout un manque total de moyens. Récemment et dernièrement, le général Moussa Diawara, ancien chef des services de la sécurité de l'État, a été arrêté pour enlèvement et séquestration du journaliste Birama Touré, qui a été enlevé le 29 janvier 2016, c'est ça, et qui était reporter et qui écrivait dans un journal, Le Sphinx. Et autre terrible impunité d'ailleurs pour ce journaliste. Donc le général Moussa Diawara est emprisonné à Bamako depuis cet été, il faut l'interroger, évidemment. Il faut l'interroger vite. Il était chef des services de la sécurité au moment de l'assassinat de Justine Dupont et Claude Verlon. Donc ça, les magistrats en ont conscience. Peut-être que c'est à ce moment-là, à ce moment précis, là, tout de suite, maintenant, alors qu'il est neutralisé dans un autre sens, qu'il a sûrement beaucoup de choses à perdre, mais peut-être quelques bribes à gagner, qu'il faut se précipiter pour lui demander s'il y a quelques informations à livrer sur ces deux assassinats. Là, au moins, les magistrats instructeurs peuvent se déplacer. Contrairement à ce qu'ils vont le faire, est-ce que vous êtes en mesure de le dire? En tout cas, je l'ai demandé. Voilà, je l'ai demandé. Le déplacement au Mali reste compliqué, mais il y a une coopération internationale qui existe. Voilà, je conclus, on arrive bientôt à 8 ans d'information judiciaire. Moi, c'est un grand honneur pour moi, vraiment, d'assister et de représenter cette association. Je voulais d'abord leur remercier de la confiance qu'ils me portent, et puis je voulais leur dire que malgré tout, et malgré tous les obstacles, il y a des magistrats instructeurs qui travaillent, vraiment. Alors, on n'est jamais satisfait, c'est normal. Il faut toujours se battre, il faut toujours soit les contredire, soit les obliger, mais ils travaillent. Les commissions rogatoires sont en cours et les investigations sont menées, malgré les entraves. Je voulais aussi leur dire que parfois, le temps, c'est le meilleur allié de la manifestation de la vérité. Ça arrive, et je pense notamment au secret défense, qui ne disparaît pas, mais qui a parfois tendance à s'étioler un peu avec le temps qui passe. Et au détour d'une nouvelle information qu'on obtient et avec laquelle on pourra le contourner. On a vu à propos du Rwanda, pardon, je vous interromps, on a vu à propos du Rwanda que la commission, Christophe, je parle sous ton contrôle, Duclerc, voilà, avait eu accès à absolument tous les documents espérés 25 ans plus tard. Bien sûr. Et puis j'en termine juste sur une dernière remarque. Dans ce type de dossier, la manifestation de la vérité, c'est pas seulement l'instruction, c'est pas seulement l'information judiciaire, c'est aussi le travail des journalistes d'investigation quand il est bien fait. Et que je voudrais pas qu'on pense qu'il y ait une forme de défiance de la justice envers les journalistes d'investigation, au contraire. Les magistrats instructeurs ont besoin du travail des journalistes d'investigation qui n'ont pas les mêmes entraves qu'eux, qui ont une plus grande liberté qu'eux et qui peuvent véritablement nourrir un dossier ou en tout cas permettre à un moment donné qu'une étincelle devienne beaucoup plus qu'une étincelle et puisse être exploitée judiciairement. Donc vous parlez de la médiatisation de cette affaire et du fait que les journalistes ne parlent pas assez de vos amis, mais moi j'invite aussi les journalistes d'investigation à continuer à creuser, à chercher et à nourrir non pas le dossier judiciaire, mais nourrir une manifestation de la vérité qui contaminera dans le bon et beau sens du terme la vérité judiciaire et l'information judiciaire en cours. Voilà. Comme ce que nous disait Pieraski à propos du dossier Daphné, il a dit une chose évidemment que nous n'avons pas, il a dit l'opinion publique s'est mobilisée et les manifestations ont forcé le système à s'enclencher. Nous on a le système, hein, parce que vous n'êtes pas critique à l'égard de
de notre système judiciaire qui fonctionne, qui a ses obstacles, qui a ses freins, qui a ses empêchements. Donc nous, on a le système, il nous manque l'opinion publique, c'est certain. On est toujours là 8 ans après, donc c'est quand même, voilà, ça prouve qu'on est bien vivace. Merci beaucoup, Maître Dauzé, pour votre intervention. Je pense que l'heure impartie va se terminer. Je voulais faire quand même, je voulais revenir de manière plus générale à un cas français dont on commence à parler ou dont on a déjà parlé, mais qui à mon sens mériterait plus d'écho. C'est celui de cette journaliste bretonne, Morgane Large, qui travaille pour une petite radio locale qui s'appelle Crèze Braise et qui, vous le savez peut-être, vous en avez peut-être entendu parler, sinon c'est ennuyeux que vous ne l'ayez pas entendu, qui a subi ces mois derniers des insultes, des menaces, des choses concrètes comme tentative d'empoisonnement de ses chevaux, puisqu'elle a des chevaux dans un pré, ouverture du pré en question pour que les animaux se sauvent, etc. Mais surtout, menace de mort par téléphone, et puis le stade suprême, on a déboulonné les roues de sa voiture, et elle s'en est rendue compte avant de prendre cette voiture. Morgane Large est une jeune journaliste qui ne fallait pas si jeune que ça, d'ailleurs, je crois qu'elle a quadragénaire, mais elle fait son travail au niveau local, sauf qu'elle dénonce un peu les pratiques de l'industrie agroalimentaire bretonne, qui dit-elle, fait du lait, des poulets et du porc comme en Chine, est une grosse puissance évidemment, une forte source de revenus pour la presse quotidienne régionale, la PQR, et évidemment c'est une force de pression qui intimide beaucoup de gens. Et elle a commencé à enquêter sur ces questions et ça a pris de l'ampleur. Elle a dit « je voudrais casser le roman breton qui fait de cette région une région un peu parfaite ». Mais voilà, elle est en train de le payer. Alors RSF s'est porté à ses côtés pour l'aider à porter plainte. Elle est assez isolée, mais il y a eu quand même quelques manifestations d'élus locaux qui sont venus la soutenir. Et donc il me semblait que dans un débat portant sur l'impunité, il est bon de souligner le cas de cette femme, parce qu'il ne faudrait pas que les personnes qui ont cru pouvoir déboulonner les roues de sa voiture en 2020 ou en 2021 en France restent impunies, parce que c'est absolument intolérable, quelle que soit la portée du média, qu'il soit de portée régionale ou de portée internationale, comme tous les cas que nous avons évoqués depuis ce matin. Je terminerai avec une citation de Maria Ressa, qui est la journaliste philippine qui partage cette année le prix Nobel de la paix avec son confrère russe. Elle dit « Un monde sans fait signifie un monde sans vérité et donc un monde sans confiance ». Donc il est évident qu'une société ne peut pas avancer si elle n'a pas en soi la confiance, si elle n'a pas la vérité, si elle n'a pas pour cela des gens pour servir cette vérité, pour apporter cette vérité à une société éclairée. Voilà, Daniel, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je vous remercie en tout cas ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont suivis, ceux qui sont présents ici. Bien sûr, le Club de la Presse qui nous a ouvert toute son organisation, ses locaux, avec la gentillesse qu'on lui connaît, le Club de la Presse de Strasbourg Europe. Daniel, si tu veux en tant que présidente clore avec un petit mot. Je vous remercie moi aussi d'être tous présents et j'espère de nous avoir suivis en live d'où que vous soyez de par le monde. On a pu aborder un certain nombre de dossiers qui ne font qu'appuyer le besoin absolument nécessaire de soutenir le travail journalistique. La liberté d'informer est indispensable à nos démocraties et une démocratie ne peut pas exister sans cette liberté, sans les journalistes qui la font avancer. Nous espérons et nous sommes là à nous battre pour que la vérité éclate un jour dans le dossier de Ghislaine et Claude. Et comme dans le cas de Daphné Caruana, nous souhaitons que ce puisse être un exemple. Le 2 novembre, jour de leur assassinat, a été choisi comme journée internationale de lutte contre l'impunité. 8 ans après, le dossier concernant leur assassinat est toujours aussi obscur. Et ce serait vraiment, je pense, contre-productif pour toutes nos sociétés que la vérité ne se fasse pas jour, parce que ça laisserait à tous les coupables de par le monde le loisir de continuer leur œuvre sinistre. Donc nous sommes là, plein de vigueur, plein de volonté, nous faisons avancer les choses. Et effectivement, je pense que c'est l'association entre la justice,
le travail citoyen, le travail journalistique qui pourra éclairer un jour tous ces dossiers. Et nous espérons que ces 9 crimes sur 10 impunis depuis des années qui malheureusement risquent de s'aggraver encore vu le contexte politique international, nous réussirons à inverser cette tendance. Voilà. Notre message est avant tout un message de combat. Et c'est ça que je souhaite faire parvenir auprès de vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous de vous être déplacés pour nous suivre.